Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 27 février en présence du chef de l'État. Vous suivrez dans ce journal le compte rendu fait par le ministre Oswald Omeki. Et puis, premier discours du président nigérien après son élection, Muhammadu Buhari invite ses supporters au calme. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 27 février sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives et des nominations prononcées. Suivant le ministre Oswald Omeki pour le compte rendu. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 février 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant prorogation du mandat des membres de l'Autorité de régulation de l'électricité ARE. Au titre des communications, compte rendu d'étape de la mise en œuvre du projet d'accès à la télévision par satellite pour 200 villages en République du Bénin. Ce projet, initié en partenariat avec la coopération chinoise, permettra d'installer dans chacun de ces villages non encore couverts par la télévision numérique terrestre TNT, 2 vidéoprojecteurs avec décodeur intégré, un poste téléviseur numérique de 32 pouces pour les lieux publics. Les 10 villages recevront gratuitement 21 chaînes de télévision pendant les 5 ans que durera ce projet. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de mars 2019. En application du mécanisme d'ajustement des prix, au titre du mois de mars 2019, les prix se présentent comme suit. Essence, 475 francs le litre. Pétrole, 535 francs le litre. Gasoil, 540 francs le litre. Mélange, 555 francs le litre. Gaz domestique, 525 francs le kilogramme. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre de la Justice et de la Législation et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Chancellerie, directeur des affaires civiles, pénales et des grâces, M. Bedolé Jules Rogatien Glagladi. Au Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général adjoint, cumulativement avec ses fonctions au tribunal de commerce de Cotonou, M. Kokou Lana William Carmen Kodjo Bakwassou. À l'école de formation des professions judiciaires, présidente du conseil d'administration, Madame Ginette Afan-Oubo. Dans les juridictions, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, membre de la commission d'instruction, M. Mathieu Sobabé. À la Cour d'appel de Cotonou, conseiller, M. Ismaël Sanoussi, M. Alain Semassou, M. Dossa Boko, cumulativement avec ses fonctions de membre de la commission d'instruction de la CRIET. Au tribunal de première instance de première classe de Porto Novo, président, M. Florentin Baudou. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi, juge, cumulativement avec ses fonctions à la CRIET, M. Essowe Batamoussi. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey, procureur, M. Adjima Khalifa Jimila. La Commission électorale nationale autonome Sénat a clôturé l'opération d'enregistrement des dossiers de candidature ce 26 février à minuit. Après 5 jours d'attente, l'institution a connu une forte affluence au dernier jour. Avant la clôture de l'opération à 0 heure, 7
partis ont pu déposer leur dossier. Bloc républicain, Union progressiste, UDBN, Moël Bénin, USL, PRD et FCDB sont les partis politiques qui ont fait enregistrer leur dossier de déclaration de candidature pour les élections législatives du 28 avril prochain. Ils viennent ici de passer la première étape de la phase d'enregistrement. Écoutons Emmanuel Tiando à la fin du dépôt des dossiers. Nous avons à cette étape reçu 7 partis politiques qui sont arrivés au siège de la Sénat pour déposer les déclarations de candidature. Je voudrais vous citer ces partis politiques par ordre d'arrivée à l'intérieur de la Sénat. Il s'agit donc de Force Kouri pour le développement du Bénin, FCDB, de l'Union progressiste, UP, de Moël Bénin, du Parti du Renouveau démocratique, PRD, du Bloc républicain, de l'Union sociale libérale, USL, et de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. À cette étape de l'enregistrement des dossiers de candidature, l'objectif de la Sénat était tout simplement de vérifier la complétude des dossiers qui lui ont été déposés. Il y aura une autre étape. Et cette étape, c'est celle de l'examen quant au fond des dossiers, ce que le Code appelle l'examen de la conformité et de la recevabilité des déclarations de candidature. Donc pour l'instant, nous ne pouvons pas vous dire tel ou tel parti remplit les conditions pour participer aux élections. Nous ne pouvons pas vous dire non plus, voilà les insuffisances qui ont été enregistrées concernant telle ou telle formation politique. Nous avons tout simplement enregistré tous ceux qui sont venus à l'intérieur de la Sénat avant minuit. Et donc, à partir de demain, nous allons commencer l'étude de ces dossiers et au terme de l'étude qui sera faite, au terme de l'examen approfondi, nous allons vous donner la liste des partis politiques que la Sénat considère comme pouvant être capables de participer aux prochaines élections législatives. Et suite au dépôt des dossiers de déclaration de candidature, les présidents et représentants des partis ayant déposé leurs dossiers nous ont livré leurs impressions. Suivons-les. Un ouf de soulagement parce que c'est un long accouchement, mais l'accouchement a eu lieu dans de très bonnes conditions en regardant l'organisation parfaite de notre accueil, l'organisation pratiquement de la manière dont on devait rentrer en salle, de la manière dont les dossiers ont été reçus, de la manière dont les dossiers ont été traités devant nous. Pour un premier contact, je crois que c'est un contact sérieux au niveau des dossiers. Et des fois, on a eu des questions. Je crois que ce contact-là nous permet de dire que c'est un vrai ouf de soulagement. L'UDBN vient comme les autres partis déposer ces dossiers. Le processus a été très fastidieux, comme vous l'avez constaté. Nous avions commencé depuis hier, où nous nous sommes enregistrés d'abord. Et une fois l'enregistrement terminé, il fallait attendre notre tour pour passer à la vérification, dossier par dossier, étape que nous venons d'achever. Nous venons d'avoir un document provisoire par rapport au dépôt du dossier et nous laissons le temps à la Sénat de faire l'étude du dossier pour nous revenir. J'ai pu accomplir mon devoir. Les citoyens qui m'ont fait confiance, qui m'ont mis devant pour accomplir cette mission, je me sens dégagé, je l'ai bien accompli. Mais nous espérons que tous les partis d'opposition doivent participer à cette élection.
Et vous savez très bien que l'obtention des quitus et autres ont été vraiment pénibles, mais on y est arrivé quand même. Nous venons de déposer notre dossier et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous n'avons eu aucune observation. Je pense que même pour que le président de la Sénat même signe le récépissé provisoire, il a demandé à revoir les dossiers, enfin un échantillon de dossiers pour ne pas mettre sa signature sur un récépissé provisoire sans tâche. Je crois que c'est un signal fort. Nous sommes nés il n'y a pas longtemps. Le reste, on verra. Le Bénin accueille du 26 février au 1er mars 2019 l'atelier régional sur les plans stratégiques 2019-2022 du cadre intégré renforcé. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la matinée de ce mardi 26 février à Cotonou en présence des autorités béninoises, des partenaires, des membres des délégations étrangères et acteurs du cadre intégré renforcé. Ils sont venus de plusieurs pays, les acteurs du cadre intégré renforcé CIR, pour cet atelier régional sur le plan stratégique 2019-2022 du CIR. Lancé officiellement à Cotonou ce mardi 26 février 2019 par Phileas Patimvo, directeur de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce et représentant du ministre, ce rendez-vous international est un cadre adéquat pour les acteurs du commerce afin qu'ils réfléchissent sur comment forger de nouvelles voies pour les pays les moins avancés dans le commerce mondial et régional. Dans son mot de bienvenue, Jean-Bernard Favi, directeur général du commerce et point focal national du CIR, est revenu sur ses missions et attributions. Le cadre intégré renforcé est un mécanisme multilatéral d'aide pour le commerce axé sur les PMA. Il offre une occasion unique d'élaboration de nouvelles politiques et stratégies commerciales lorsque cela est nécessaire et à utiliser le commerce comme un instrument d'atténuation de la pauvreté en contribuant à un développement économique durable et inclusif. L'appui du cadre intégré renforcé aux acteurs du commerce, y compris les petites et moyennes entreprises, les femmes et les jeunes dans les PMA, a sa raison d'être et demeure fondamentale. Plusieurs interventions, dont celle du représentant du facilitateur des donateurs du CIR et celle de la coordonnatrice des donateurs, ont précédé le discours d'ouverture du directeur de cabinet. Une occasion qu'il a saisie pour notifier l'intérêt particulier du taux et la qualité de participation de ces acteurs du CIR à cet atelier régional. Le taux et la qualité de votre participation remarquable à cet atelier consacré, comme vous le savez, au plan stratégique 2019-2022 du programme du cadre intégré renforcé est un signe manifeste de l'intérêt et de la priorité que les différents pays et institutions que vous représentez accordent au commerce, levier certain et indispensable de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté dans nos pays. Il me plaît, à cet égard, de relever, pour m'en réjouir, que cette forte participation me paraît la condition essentielle, nous permettant ensemble de relever le défi de l'atteinte des objectifs du développement durable. La cérémonie d'ouverture a été marquée par non seulement des allocutions, mais aussi par des animations culturelles, une aubaine pour les participants de faire une petite immersion afin de découvrir nos richesses et valeurs culturelles. Derrière la clôture de l'OCBN dans la ville de Boycon se trouvent des tas d'immondices qui règnent en maître, un phénomène qui n'est pas sans conséquence sur les populations. Suivez ce reportage de Maté Koudenoupo. Nous sommes ici derrière la clôture de l'OCBN devenue Bénirail dans la commune de Boycon.
Cette place publique, occupée par les bonnes dames pour exercer leurs activités économiques, est devenue aujourd'hui un lieu de dépourtoire sauvage. Une situation que déplorent les populations. Si on regarde à côté de l'OCBN là, on voit que c'est sale et que c'est mauvais. Et les choses que c'est les dames qui font ça. Ils jettent des feuilles d'acassa, des sachets, et si ils jettent des sels au mur, au bord de la mur. Ça là, c'est mauvais. Ça donne des maladies qui nous amènent à l'hôpital. Et ça là ne fonctionne pas. Comme les bonnes dames sont renvoyées et le milieu comme ça, et il n'y a personne pour s'occuper pour l'entretien là. Ça fait que les gens du quartier, en plus les vendeurs, les bonnes dames aussi, jettent les dalles d'ordures ici. Il n'y a pas de sécurité. Avec ces dépotoirs maintenant là, ça donne des maladies. Face aux conséquences qu'engendre cette insalubrité galopante, ces populations interpellent les autorités à divers niveaux. Le chef d'État, il va regarder si vont l'OCBN là, comment il est là, c'est pas bon. Si les femmes qui vont rester là pour commencer par vendre, ce sera propre, ils vont commencer. Ils ne savent pas si quelque travail qu'il voulait faire là, il va commencer par faire. Je prie à l'autorité de venir même, de voir le délégué du milieu, en plus les gens de sécurité, pour pouvoir sécuriser un peu le milieu. Face à une telle situation, une prompte réaction des autorités de la commune de Boycon est attendue. Les ouvriers des chantiers Sino-Hydro du projet asphaltage sont mécontents de leur employeur réunis au sein du collectif des ouvriers travaillant sur les chantiers d'Akwakpa et de Maro Militaire à Cotonou dans le département du Littoral. Ils ont dénoncé ce mardi 26 février 2019 les conditions dans lesquelles ils exercent. Frédéric Espoir Mambou et Romaric Devauchy. Les ouvriers de l'entreprise Sino-Hydro, adjudicataires du lot 2A du projet asphaltage, sont montés au créneau ce mardi à travers une déclaration de presse. Travaillant sur les chantiers des quartiers Akpakpa et Maro Militaire, ces ouvriers ont tenu par la présente sortie à dénoncer les conditions de vie et de travail des plus inhumaines depuis leur recrutement en décembre et en janvier pour d'autres, selon leurs propres propos. Nous sommes déployés sur les différents sites de Cotonou, à savoir Maro Militaire et Akpakpa, et exercerons depuis ces dates dans des conditions très pénibles. Entre autres, il s'agit de travailler en continu du lundi au lundi sans aucun jour de repos. Travailler durant 10h30 par jour, soit 14 heures par semaine, alors que le Code du travail en vigueur prévoit 8 heures de temps journalier, soit 40 heures par semaine. Travailler sous la hantise des contremaîtres chinois, notamment le sieur Joffan, qui exerce des châtiments corporels, voire des bastonnades à coups de coupe-coupe et de bois sur certains parmi nous. Travailler sans aucune sécurité sanitaire et sans aucune condition d'hygiène sur les différents sites. Quant aux conditions salariales, chers amis de la presse, elles sont des plus misérables. Très engagés à participer malgré tout à la construction de leur pays, à travers ce travail, ils exigent. Face à ces conditions de vie et de travail pénibles, nous, ouvriers béninois du collectif des ouvriers de l'entreprise Sino-Hydro, exigeons le départ sans condition du contremaître Joffan de tous les sites du projet asphaltage, le relèvement de l'indice salarial aux normes et réglementations en vigueur en République du Bénin,
le paiement de nos heures supplémentaires qui est de 35 heures par semaine. Exigeons des jours de repos par quinzaine ou par semaine. Exigeons des conditions sociales sur les différents sites du projet asphaltal. Exigeons des points d'excellence sur chaque site. Exigeons une prise en charge sanitaire pour les cas d'accident de travail ou de malaise sur le chantier. En cas de la non-satisfaction des différents points ci-dessus énumérés, nous tenons responsable la hiérarchie de l'entreprise Sino Hydro des déconvenus. Voilà qui vient une fois de plus lever un coin de voile sur les conditions de vie et de travail auxquelles sont souvent soumises des Béninois et qui appellent les autorités compétentes du pays à une vérification du respect des lois en la matière. Actualité hors du Bénin à présent, Muhammadu Buhari prononce un discours après avoir été réélu président du Nigeria lors d'élections dont le report avait irrité les électeurs et avait accru les tensions politiques menant à des accusations de fraude et de collision. On l'écoute. Bien que ces élections aient été relativement calmes, des fauteurs de troubles dans quelques États ont essayé de perturber un processus par ailleurs bien ordonné. Les agences de sécurité vont présenter à la justice tous ceux qui ont été arrêtés pendant ces événements. Je suis très triste de voir les graves pertes de vies humaines pendant ces élections. Les agences de sécurité vont déployer leurs efforts pour protéger les électeurs lors des élections régionales à venir. Je voudrais lancer un appel exceptionnel à mes supporters, ne pas jubiler ni humilier l'opposition. La victoire est une récompense suffisante pour nos efforts. En Irlande, à la faveur du Brexit, Dublin est en train de gagner ses galons de capital financière, attirant banques, fonds d'investissement et cabinets juridiques implantés au Royaume-Uni et soucieux de conserver un pied dans l'Union européenne après le 29 mars. À Dublin, les immeubles sont encore loin de rivaliser avec les gratte-ciel de la City de Londres. Mais en cas de Brexit sans accord, la capitale irlandaise pourrait bien devenir la nouvelle place financière en vogue. Alors que l'échéance se rapproche, de nombreuses banques font le choix de venir ici. Récemment, et en particulier ces 2-3 derniers mois, nous avons constaté une augmentation du nombre d'arrivées sur Dublin. Des places financières se sont ouvertes, ainsi que des institutions qui n'existaient pas ici, ou alors qui ont développé leur présence à Dublin. La capitale irlandaise attire de nombreuses entreprises qui cherchent à garder une présence au sein de l'Union européenne et qui préfèrent Dublin à des villes comme Paris, Francfort ou encore Luxembourg. 27 établissements financiers se sont déjà engagés à relocaliser tout ou partie de leurs opérations ici. Le pays, anglophone, se trouve à moins d'1 heure de vol de Londres et offre un faible taux d'imposition sur les entreprises. De quoi attirer de nombreuses sociétés comme ce cabinet d'avocats. Il y a davantage de travail ces derniers temps dans le secteur des services financiers, notamment sur les modalités de salaire et d'immigration, liées au fait que des cadres supérieurs avec des hauts salaires viennent s'installer en Irlande. De son côté, le gouvernement irlandais y voit l'un des rares aspects positifs du Brexit. J'ai toujours dit que s'il y avait des entreprises au Royaume-Uni qui se trouvaient en difficulté à cause du Brexit, l'Irlande pouvait être une solution. Pour autant, tout n'est pas bleu dans le ciel irlandais. Un boom dans le secteur financier ne compenserait pas les perturbations causées par un Brexit dur. Selon le ministère de l'économie, un tel scénario pourrait causer la perte de 55 000 emplois et coûter jusqu'à 6% de PIB au pays. Du haut de ces 12 mètres, une croix en hommage à des soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale crée la controverse. Selon un groupe de défense de la laïcité, ce monument viole le principe de neutralité religieuse de l'État et doit donc être détruit ou altéré aux grandes dames des descendants de soldats et des vétérans. Reportage. Une croix de la paix au cœur d'une guerre de religion.
Dans l'État du Maryland, ce monument, situé sur un terrain public et financé par les autorités, honore la mémoire de soldats américains tués pendant la Première Guerre mondiale. Mais son caractère religieux est contraire à la neutralité de l'État, selon un groupe de défense de la laïcité. Il réclame sa destruction, son retrait ou l'altération de sa forme controversée. Cette croix est une violation de notre séparation de l'Église et de l'État. C'est une situation malheureuse où ils ont bâti une croix chrétienne qui honore non pas tous les vétérans, mais seulement les vétérans chrétiens. Et même certains chrétiens pensent qu'utiliser une croix pour représenter une guerre de vétérans est blasphématoire. Donc même des chrétiens ont parfois des problèmes avec ça. Sur la croix inaugurée en 1925, 49 noms de soldats natifs de la région. Leurs descendants et les vétérans locaux refusent de la voir tomber. C'est très stressant et triste de penser que quelqu'un veuille faire enlever un mémorial dédié à des hommes qui ont perdu leur vie en se battant pour notre pays. Enlever le mémorial, la croix, sera un affront pour moi, en tant qu'habitant du Maryland et en tant que vétéran, et en tant que personne connaissant d'autres ayant fait, lors d'autres guerres, le sacrifice ultime. Des tribunaux locaux ont jusque-là rendu des jugements contradictoires. C'est au tour de la Cour suprême de se pencher sur la question. Certains experts n'ont aucun doute sur le verdict. Elle va décréter que ce n'est pas une violation de la Constitution des États-Unis. Et je pense qu'elle le fera parce qu'elle jugera que la croix est principalement un objet séculaire, qui n'est pas derrière une religion, ne favorise pas un groupe par rapport à un autre et ne force personne à participer à une pratique religieuse. L'enjeu est de taille. Au-delà des 12 mètres de ciment de la croix, d'autres monuments dans le pays, dont des croix du cimetière militaire d'Arlington, pourraient être menacés. Leur sort sera fixé avec la décision de la Cour, attendue d'ici cet été. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.